Bonjour tout le monde, donc voici un petit peu le résumé de l'actualité en utilisant Le Monde. Euh, on a un petit monsieur qui s'appelle Éric Zemmour, qui était un journaliste politique, qui n'a forcément pas, qui n'a aucune, comment dire, aucune formation, au- aucune pratique politique. C'est quelqu'un qui a fait des commentaires, des analyses sur les événements politiques et maintenant qui est devenu candidat. Il a écrit des livres, il est devenu très riche et maintenant il se sent capable de gouverner la France parce qu'on a la maison Le Pen qui n'arrive pas à concrétiser et qui risque, comment dire, qui risque de faire rougir ou pâlir la maison Le Pen parce que ben voilà, les dernières élections avec Marine Le Pen, c'est toujours une candidate qui est capable d'aller loin, mais qui ne va pas concrétiser, donc ça crée des problèmes. C'est quelqu'un qui fait partie de l'extrême droite, il a décidé de créer son propre parti, c'est du sang nouveau, nouvelle tête, qui pourrait plaire à certains Français qui sont désabusés, qui sont fatigués du système politique. Bon, si on voit un petit peu cette tactique, on peut la comparer avec la tactique d'Emmanuel Macron. La différence, c'est que Éric Zemmour est un écrivain, journaliste politique qui n'a jamais été dans le gouvernement, il n'a jamais travaillé concrètement dans le gouvernement. Donc, on pourrait se dire, bon, ben, c'est un peu du baratin, hein, tout ça. Donc, Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir, quand il a été élu, c'était avec un nouveau parti. Donc, sans nouvelle tête, ça a permis de distraire un petit peu les Français. On a un peu la même chose, mais au lieu d'avoir un centriste ou un gauchiste, on a quelqu'un qui fait partie du mouvement extrême droite. Donc ça fait un peu peur quand même. Ensuite, Omicron, Pékin reconnaît les variants que le variant complique les Jeux Olympiques d'hiver. Mise en garde du PDG de Moderna. On a Joséphine Baker qui fait partie du Panthéon maintenant. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, novembre 2021, on est à décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 6 mois des prochaines élections présidentielles. Ça risque d'être très houleux, très dramatique parce que on a connu la pandémie. En fait, ce président-là, actuel, il a dû faire face à la pandémie. Il y a eu comment dire, une réponse assez rapide durant la première vague, mais par la suite, les choses ont été compliquées. Il ne faut pas oublier que la France a investi des centaines de millions d'euros pour avoir le vaccin français. Ça a été un fiasco. Complètement. C'est quand même une humiliation française de voir que le laboratoire n'a pas été fichu de créer un vaccin. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des licenciements qui ont été faits dans le laboratoire Sanofi, et qui n'a pas permis, comment dire, qui n'a pas permis en fait, ça je vais l'enlever parce que sinon on va m'embêter, voilà. Qui n'a pas permis en fait aux gens de pouvoir comment dire, de s'exprimer correctement sur leur liberté, hein. Il y a encore des gens qui ont refusé de se vacciner, mais ça va les obliger à ne pas pouvoir sortir comme ils le veulent. Je pense que, euh, je pense que la pandémie n'a pas été bien gérée par le président Emmanuel Macron. Il n'a pas fait une bonne gestion économique et financière de la France. C'est facile de licencier, c'est facile de fermer ou de vendre des entreprises, mais ce n'est pas toujours la solution. Il faut savoir aussi être un bon manager et essayer de voir si on peut sauver certaines entreprises françaises. J'espère que les Français ne vont pas oublier tous les côtés négatifs de Emmanuel Macron. Je suis désabusé politiquement par les candidats de gauche, de droite et centristes. Donc il faut voter pour le moins pire, on va dire. Euh, voilà, entre la peste et le choléra, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc en fait, ça c'est vraiment les deux points importants en France avec le virus. Comment il va falloir, comment dire, gérer cette cinquième vague. Et Zemmour,
Là, on a le scepticisme de l'électorat de droite face à Éric Zemmour. Le problème, c'est qu'il est meilleur débatteur que candidat. Donc, il est capable de débattre beaucoup de choses, mais est-ce qu'il est capable de gérer un pays? Parce que les mots sont bien, hein. Il ne faut pas toujours séduire avec les mots, il faut aussi séduire avec les actions. Mais on en est toujours là, hein. C'est qu'on est toujours désabusé par des mots qui sont très jolis, très décorateurs, parce que il ne faut pas oublier, c'est un journaliste écrivain. Alors, je pense que ces prochaines élections vont être un peu surprenantes. Je ne pense pas que Marine Le Pen puisse faire un miracle, ça c'est certain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des candidats de gauche qui crient, qui sont pas contents, mais ils ont aucune chose concrète, donc ça se perd dans les mots également. Donc je pense que le paysage politique est un peu une plaisanterie. Donc des candidats comme Emmanuel Macron peuvent, comment dire, se représenter et gagner les élections à nouveau parce que c'est un bordel dans les autres partis. Voilà, c'est pas très sérieux. Voilà. Euh, donc les présidentielles, si on clique dessus, c'est un peu le flou chez les républicains, on se demande ce qui se passe. Euh, yeah, c'est pas très clair. Économiquement, c'est un fiasco la France. Si on regarde les prévisions de l'IMF, donc le FMI, on peut faire ça, hein, FMI, prédiction, c'est le PIB chaque pays. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut faire de temps en temps. Perspective de l'économie mondiale, octobre 2021, euh, reprise mondiale. Hmm, yeah, bon, ça, c'est les classements, les pays les plus riches en 2021. Les prévisions, moi, c'est ce qui m'intéresse. Je m'en fous de Le Monde parce que Le Monde ne va pas dire la vérité. Donc, je reste sur l'IMF. Voilà. Projection. Donc ici, dernière projection de croissance des perspectives de l'économie mondiale. On voit les États-Unis qui ont une remontée quand même, hein. Tout le monde est parti dans le rouge en 2020, c'est normal. 2021, il y a une reprise. En France, une petite reprise de 6,3, mais il y a eu une chute de 8% quand même euh, en 2020. L'Allemagne, petite reprise. La zone euro, ouais, on enlève l'Angleterre. Voilà. Donc il faut voir une chose, c'est que la Chine n'a pas été dans le rouge, hein, et on a une projection qui est quand même, ça monte, voilà, ça monte. Ce sont les pays émergents, les pays en développement, on n'est plus vraiment au niveau du développement en Chine, hein. En Inde, une baisse, mais une reprise assez forte, hein, qui continue, donc il faudra faire attention à l'Inde qui ne respectent pas forcément l'éthique du travail, hein. Donc il y a aussi beaucoup d'esclavagisme, on va dire. Euh, Petite reprise ici. Les pays émergents et pays en développement d'Europe, la Russie qui fait sa petite montée progressive, rien d'extraordinaire. Le Brésil qui reprend la pente, hein. Le Mexique remontée, mais pas aussi bonne qu'espérée. L'Arabie Saoudite, mais le Nigeria il faudra vérifier, il faudra regarder l'évolution du Nigeria qui progresse bien. L'Afrique du Sud, ok. Donc voilà, un petit peu toutes ces choses. Il faut garder en tête qu'en France, on a de plus en plus de pauvreté. En Europe, on a de plus en plus de pauvreté. Il faut garder ça en tête. Au niveau du travail, c'est une catastrophe. Beaucoup de gens partent de la France pour trouver du travail ailleurs, que ce soit un premier emploi ou alors un emploi plus stable. Euh, c'est mon cas. Moi, je suis partie de la France pour pouvoir avoir une stabilité professionnelle que je ne pouvais pas trouver en France. Et voilà. Donc, c'est quand même intéressant. Je sais que l'économie, c'est ennuyant. Mais c'est intéressant de voir un peu comment les choses marchent, mise à jour des perspectives de l'économie. Donc peut-être que en fait,
il faudra regarder en anglais parce que je ne le vois pas en français. Donc, à ce jour, l'évolution 2021-2020, 2020-2021. Donc, les États-Unis toujours en tête, la Chine, le Japon, numéro 3, l'Allemagne, la France, numéro 5, qui ne va pas rester là. Hein, il faut le garder en tête. Royaume-Uni, l'Inde, qui fait partie du top 10. L'Italie, c'est assez surprenant. Le Canada, numéro 9, la Corée, 10. Le Mexique qui est numéro 16, mais qui arrive, qui monte, hein, qui monte bien. Et si je fais une recherche, let's say IMF, c'est avec GDP, IMF, GDP, predictions, of course, bien sûr, certains vont me dire, ah bah oui, mais c'est pas, comment dire, on peut faire en fait 2030. On va faire ça 2030. Ouais, je vais pas regarder par... On va faire en fait projection, mais seulement en général, pas par pays. Est-ce qu'il y a des images pour mieux montrer? Voilà. Bon, ça, c'est un petit peu, c'est un peu simplifié, mais on voit que la Chine arrive en tête, numéro 2, l'Inde, les États-Unis, l'Indonésie, la Turquie, c'est assez surprenant, le Brésil, l'Égypte, ou c'est surprenant, la Russie, le Japon et l'Allemagne. L'Allemagne qui reste quand même dans le top 10. Bon, c'est un peu bizarre. Je n'avais pas trouvé ce genre de choses. Je n'aime pas les simplifications parce que les gens ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Euh, Ça, je crois que ça fait partie de... Ah, ça fait partie de l'IMF, mais c'est pour toujours la 2020-2021, donc ça, on s'en fout. Euh, voilà, toujours un peu ça. Là, le Japon qui est toujours là. La Chine, l'Inde, le Japon, l'Indonésie, la Corée, la Thaïlande, l'Australie, c'est un peu bizarre. Ça, c'est, je pense pas que ce soit vraiment la vérité. Voyons un petit peu si on peut trouver quelque chose qui parle de 2030. Euh, yeah. Il y a beaucoup de prédictions concernant vraiment là. Tiens, on peut faire 2050, hein, si on peut trouver quelque chose de mieux. Ah, voilà. Donc, si j'ouvre l'image ici, je ne peux pas cliquer. Voilà, c'est pas grave. Donc, les États-Unis qui vont descendre à la troisième place. Donc, on a la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Brésil, le Japon qui baisse un peu. La Russie, Mexico qui arrive en numéro 7, à la place numéro 7. L'Indonésie, l'Allemagne qui est dans le top 10, mais à la fin. L'Angleterre qui tombe un petit peu, l'Allemagne qui était numéro 5 qui tombe à la neuvième place. Ensuite, la France qui est 11e alors que la France est numéro 8. La Turquie, le Nigeria qui monte hein, petit à petit, mais qui monte quand même. Ensuite, on a le Vietnam, l'Italie qui tombe, mais qui chute misérablement. Le Canada aussi, la Corée du Sud, l'Espagne, l'Arabie Saoudite et l'Argentine. Ok, donc on a compris que le top 10, même si vous voulez trouver du travail, si vous voulez sortir de la France parce que ça devient de plus en plus dur, même au Canada, nous on voulait aller au Canada, mais en fait on est en train de se dire que bon bah ça sera pas la peine hein, parce que ça va être cher pour ce que c'est et on n'aura pas forcément des perspectives de travail. Donc la Chine, si vous voulez faire du business, il faudra soit faire du business avec l'Allemagne ou l'Angleterre, mais principalement avec l'Asie, l'Amérique du Sud. Bon, la Russie, c'est bon si vous pouvez, hein, voilà. Mais je dirais que l'Asie, l'Amérique du Sud, ça sera vraiment les plateformes les plus importantes pour le business, pour le futur. Voilà. Donc, idéalement, moi, ma fille, elle parle l'espagnol, donc c'est déjà un avantage. Elle parle le français, elle parle l'anglais, donc c'est un très très bel avantage.
On va voir si on peut apprendre le chinois et le japonais. Le français, ça devient un peu la cerise au-dessus du gâteau, mais ce n'est pas une langue qui sera parlée pour le business à l'avenir. Donc, si vous voulez avoir un futur pour vos enfants, il faudra les habituer à sortir de la zone euro pour pouvoir s'adapter à d'autres cultures et à d'autres, comment dire, à d'autres pays, d'autres langues, d'autres plateformes professionnelles et économiques. Voilà, ça sera vraiment le futur, plus avec l'intelligence artificielle qui sera de plus en plus importante. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudra garder en tête euh, pour donner un futur à nos enfants. Voilà. Passez une bonne journée et puis à bientôt.